Bonjour Marine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de t'accueillir. Bonjour. Donc toi, tu es élu Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont, donc c'est pas facile. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle Les Nouvelles du Front, qui raconte un peu la vie sous un exécutif Front National, donc c'est très particulier. Et tu as été aussi organisatrice des Journées d'été des écologistes. Moi, Exactement. j'aimerais bien qu'on s'arrête d'abord sur ça et que tu nous fasses un retour un peu. C'est encore à chaud, mais quel bilan vous dressez de ces journées que vous avez en plus co-organisées avec Génération S, qui est une particularité. Alors, c'était des journées d'été des écologistes uniques, même si c'était la 36e édition, et pour ma part, c'était la 6e que j'organisais en tant que membre de la direction. Mais c'est vrai que le contexte sanitaire a été compliqué, aussi parce qu'on a fini les campagnes municipales, comme tout le monde, 3 mois plus tard que prévu. Et donc, le travail a été vraiment reporté. D'habitude, on commence à tout préparer au printemps, et là, on avait pris en gros 3 mois de retard, comme les collègues des autres formations politiques pour leur rendez-vous d'été. Et puis, forcément, jusqu'à la semaine d'avant, on ne savait toujours pas si on pourrait maintenir le rendez-vous ou pas. Donc, très tôt, pour être sûr de pouvoir organiser quelque chose, on avait prévu d'organiser en numérique la rediffusion en direct, mais aussi les replays a posteriori de tous nos échanges. Donc, il y a une soixantaine d'heures d'émissions en fait, qui ont été tournées et diffusées en même temps sur Internet sous forme de web télé et qui sont encore disponibles sur journée-écologiste.fr. Ça permet à tout le monde d'aller voir les débats qui les intéressent et de redécouvrir ça au calme chez soi. C'était aussi unique parce que on co-organisait, tu l'as indiqué, avec 5 autres partis qui ont mis l'écologie au cœur de leur projet. Génération Écologie, l'Alliance écologiste indépendante, Cap 21, le Mouvement des progressistes et également Génération.s. Et donc c'est vrai que là aussi c'est un défi parce que vous mettez 10 écologistes autour d'une table et vous leur dites qu'ils ont 60 sujets à arrêter pour des ateliers. Forcément, ils ont 200 idées et donc mais je trouve que c'est la meilleure manière de travailler ensemble parce qu'on parle des échéances électorales prochaines, de la présidentielle, des législatives, etc. Pas que avec ces 6 partis, d'ailleurs, je l'espère avec d'autres. Mais pour faire ça, il faut avoir déjà fait des crash tests ensemble. Et je trouve que organiser des journées d'été, ça force à se mettre d'accord sur le fond, à traiter des situations logistiques d'urgence, dont le Covid et dont est-ce que quand il y a une reprise épidémique, on ferme à la population ou pas. Et je trouve que c'était finalement un bon choix qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se dire que le Covid devait empêcher le débat. Et quand on a dû décider, parce qu'il y avait une reprise épidémique en Ile-de-France, moi j'ai eu l'ARS notamment, on s'est dit qu'il fallait en tant que parti politique, qu'on avait la responsabilité en fait de montrer que malgré le Covid, on pouvait continuer à discuter, à échanger, à faire de la démocratie. Et en définitive, qu'on va devoir apprendre à vivre avec le Covid. Ça va sûrement durer encore quelques mois, mais qu'on ne doit pas vivre dans l'ombre du Covid et que ça ne doit pas nous empêcher, là en l'occurrence, de débattre, mais prochainement peut-être de manifester contre les néonicotinoïdes, contre les retraites si ça revient. Enfin voilà, on veut montrer qu'après la stupeur des premières semaines, on est capable de s'organiser et de maintenir ce débat démocratique. Et justement, tu as parlé de rassemblement et de perspective, parce que c'est aussi ça, la suite des journées d'été. Vous avez Mhm. lancé un appel pour les élections régionales et départementales au rassemblement. Comment ça a été reçu par les autres forces de gauche? Est-ce qu'il y a déjà du travail qui est engagé? Parce que les échéances, elles vont arriver vite. Et cette question, elle est cruciale pour l'étape d'après. Bien sûr, alors tout le monde a conscience à la fois qu'on n'est plus en 2015. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France et on a fait des campagnes séparées la fois dernière. On a vu que finalement, on se retrouve avec Xavier Bertrand, président de région, avec des politiques sur l'environnement qui sont quand même catastrophiques, on va se le dire tranquillement, et comme seule opposition dans l'hémicycle, le Front National. Et ça, il y a des régions, les Hauts-de-France, PACA, où ce risque, il est fort et ça nécessite une réflexion vraiment accrue. Pour ce qui est des autres régions, quand il n'y a pas de risque qu'elle tombe Front National, j'ai envie de dire, on peut aussi prendre le temps de comparer ces programmes, mais il y a à cette heure des partis écologistes que je citais tout à l'heure qui ont envie de préparer ces échéances ensemble au sein d'un pôle écologiste, d'une maison de l'écologie, on l'appelle comme on veut. Et ça, je trouve que c'est sain aussi qu'il n'y ait pas de concurrence entre différentes listes écologistes où à la fin, les électeurs ne comprennent rien en disant je ne comprends pas, lui, l'écologie, je suis encore écologiste, mais ça a l'air d'être une autre écologie. Et puis par ailleurs, toutes les listes diront qu'elles sont écologistes. On l'a vu au municipal. Donc ça, voilà. Je pense que pour la clarté du débat, c'était important ce rassemblement. Et ça ne veut pas dire que ce rassemblement doit s'arrêter à juste les 6 partis que je viens de citer. Il peut continuer si d'autres mouvements ont envie de rejoindre la dynamique. Il y a une autre question qui a animé vos journées d'été, c'est la question de l'élection présidentielle. Tout le monde en parle. Mhm. Tous les partis ont fait la rentrée sur cette question-là. Tout le monde parle de rassemblement, mais on voit que chaque parti a déjà un ou une candidate qui se dégage. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se sentait le candidat commun. Chez vous, on sent bien Il qu'il y y a a même plus des projet. partis qui ont plusieurs candidats qui se dégagent. Voilà, c'est ça. Donc si tout le monde semble conscient du rassemblement, on a l'impression que ça va avoir du mal à se concrétiser. Comment on fait, même si je sais que la question elle est pas facile, comment on peut faire pour arriver à avoir une candidature commune à cette élection-là?
Moi, je pense qu'on a un problème déjà avec l'élection présidentielle en France. Je pense qu'on est plusieurs partis à le constater et à le déplorer. D'ailleurs, aux Journalités des écologistes, pour faire la transition, on avait organisé un atelier qui s'appelle Comment sortir du présidentialisme. Vous pouvez le retrouver sur les web télé, avec Éric Bensekri, qui est le scénariste en fait, de Baron Noir. Et parce que la 3e saison, je ne spoile pas, mais tourne quand même beaucoup autour de cette question du problème de la présidentielle dans la 5e République. Puis il y avait aussi Dominique Bertinotti, Delphine Bateau et Dupuis Plenel. Donc ces 4-là étaient plus ou moins d'accord. Et en fait, dans les autres débats qu'on a pu avoir, on voyait que ça revenait beaucoup. C'est qu'on ne peut plus se dire que la présidentielle, comme c'est la légende en France, c'est la rencontre entre un homme providentiel et son peuple. Nous, on pense que la présidentielle, c'est la rencontre d'une idée et de son peuple. Et c'est par là qu'on doit commencer. C'est-à-dire qu'on doit d'abord travailler sur un programme commun, pas forcément qu'aux forces écologistes d'ailleurs, mais un programme qui soit en fait basé sur des valeurs fortes, l'écologie, le social, la démocratie, la citoyenneté. Et ça, en fait, ça commence dès maintenant. Ça a commencé en fait au municipal, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, ça continue au régional, ça doit se poursuivre et aboutir pour la présidentielle. Ensuite, autour de ce programme commun, il faut créer un collectif, une équipe. Et seulement une fois que ça se sera fait, il faudra se poser la question du leadership et de l'homme ou la femme qui portera avec son nom sur le bulletin de vote, puisque sur les bulletins de vote au présidentiel, je précise qu'il n'y a même pas de logo, il y a juste le nom de quelqu'un. Et ça, c'est une question qui se pose dans un 3e temps. Si on commence par cette question-là, en fait, on se trompe. On se trompe. Moi, je le dis sincèrement, la question de savoir Piolle ou Jadot, j'ai mon avis sur la question, mais j'ai même pas envie de la donner ici parce que je pense qu'on se concentre trop là-dessus et que d'ailleurs, quand on parle du duel Piolle-Jadot tout le temps, les médias fantasment là ça parce qu'en fait, il y a un côté un peu politique spectacle et que si les gens sont tous d'accord, en fait, c'est fatigant. Donc, on met en scène un peu ça et ça, je pense que ça doit s'arrêter tout de suite. D'ailleurs, comme par hasard, c'est toujours des noms d'hommes qui sortent et cette manière de faire fait qu'il y a rarement des noms de femmes qui émergent. Et donc, moi, je pense que la manière de plus sûre aussi d'incarner ce collectif, c'est que bien sûr, il y aura un ou une candidate à la fin avec son nom sur le bulletin de vote et qu'on doit être capable de mettre en scène autour de ce ou de cette candidate une équipe, en fait, qui sera d'ailleurs l'équipe qui, pendant le mandat, mettra en œuvre ce qu'on a voté, mais voilà, de montrer que c'est pas un homme ou une femme seule qui, d'ailleurs, après, est Jupiter ou Bonaparte ou on ne sait pas qui, et qui, d'un trait de plume, peut prendre des décisions sans rendre de compte à personne. Voilà. Je pense que c'est ça notre défi, et que si la gauche y arrive, on a des chances de l'emporter à une seule chose près, que gagner l'élection, on a vu en 2012, ça ne suffit pas. Moi, je faisais partie des jeunes qui étaient place de la Bastille parce que j'étais super contente qu'on passe de Sarkozy à Hollande, et puis la dégringolade et la déception a été forte, donc il ne suffit pas, et c'est la spécialité de la gauche de susciter des espoirs, il faut aussi être capable de les mettre en œuvre. Et ça, c'est le deuxième défi qui nous attend. Il y a une phrase, moi j'aimerais que tu réagisses là-dessus, que Jean-Luc Mélenchon dit beaucoup, il l'a redit encore ce week-end à la télé, il dit le problème avec les écologistes, c'est pas l'écologie, mais c'est le capitalisme. Est-ce qu'aujourd'hui vous incarnez j'ai envie de dire une forme de radicalité qui s'inscrit en rupture avec le modèle néolibéral ou pas? Parce qu'il y a toujours cette image, on parle d'une partie des Verts à droite, d'une partie à gauche, c'est un peu abstrait. Moi, je pense que celles et ceux qui croient dans le capitalisme vert, ils se trompent. Parce que le capitalisme, c'est pas qu'il est immoral, c'est qu'il est amoral. C'est-à-dire que c'est André Comte-Sponville qui le montre très bien, c'est que le capitalisme ou le modèle macroéconomique, c'est une question d'arbitrage froid, basé sur juste des questions économiques. Il n'y a pas dans le modèle macroéconomique à un moment la prise en compte de l'éthique ou de je ne sais quoi. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'économie, elle crée, et le capitalisme crée des externalités qui sont pas prises en compte dans le coût des produits. Donc, ça se termine avec des billets d'avion hautement subventionnés qui coûtent moins cher que des billets de train, alors que l'externalité de l'avion est quand même hautement plus forte que celle du train. Ça finit par l'électricité, où on nous explique qu'avec le nucléaire, c'est moins cher, sauf qu'on va devoir nous payer en tant que contribuables le démantèlement des centrales nucléaires qui n'est absolument pas pris en compte dans le calcul du coût du nucléaire. Donc voilà, l'économie, c'est une chose. C'est un truc qu'il faut avoir en tête parce qu'en fait ça existe, donc se dire qu'on n'en parle pas, que ça n'existe pas, c'est complètement naïf et utopique. Ça existe, mais l'économie, pour prendre en compte l'écologie et l'humain, a besoin en fait d'être encerclée par des normes. Et ça, c'est le rôle du politique que de contraindre et d'encercler l'économie en prenant pas juste en compte le profit, mais en prenant en compte le social, les générations futures, la planète, la biodiversité et le climat, etc. Et la qualité de l'air, je rajoute, comme ça, j'ai traité un certain nombre de sujets. Et ça, c'est aux politiques de le faire.
Donc, croire que le capitalisme va s'autoréguler pour prendre en compte la justice sociale et l'environnement, c'est vraiment se leurrer. Et je pense que même ceux qui ne sont pas sur la position que je donne en ont conscience. C'est juste qu'eux, ils disent que ça doit primer sur l'environnement parce que les profits et parce que sinon, blablabla. C'est une position qu'il a leur, qu'ils ont le droit de l'avoir, mais ils savent bien qu'en fait, ça ne sera pas automatique. Est-ce que ce qu'on vient de voir, par exemple, ce matin, on a vu qu'il y avait la cimenterie, le groupe Lafarge qui déverse de l'eau polluée dans la Seine. On a vu qu'il y avait une espèce de conglomérat de l'eau qui est en train de se créer puisque Veolia va racheter Suez et ça c'est en train de se faire. Est-ce que vraiment la question de l'écologie, ça va être la matrice et la question centrale des prochaines échéances et des questions sociales et sociétales qui se posent? J'ai tendance à penser que oui, non pas du fait de l'actualité que tu donnes, parce qu'on voit qu'en fait, certains acteurs, ça va leur prendre du temps quand même pour prendre en compte ça, non pas dans les paroles, mais dans les actes. Et je parle aussi bien de certaines entreprises que de certains politiques, mais parce qu'en fait, les citoyens vont mettre cette question au centre du débat. Et l'écologie, moi, je suis très tranquille là-dessus. L'écologie, c'est pas que Europe Écologie Les Verts. Déjà parce que d'autres partis s'en sont saisis et heureusement, ça ne se gagnera pas tout seul. Et deuxièmement, parce que l'écologie, c'est un travail d'équipe entre des politiques, certes, mais aussi des associatifs, des entreprises qui ont ça en tête, des entrepreneurs qui ont ça en tête, et surtout les citoyens. Et que quand les marches climat ont atteint l'affluence que l'on connaît, quand les gens sur les pesticides ne laisseront plus passer d'autres reculades, quand les gens ont peur pour les enfants et disent que ça ne se passera pas comme ça, que maintenant il faudra compter sur eux pour s'opposer à des mesures qui seront des moins-disants et des reculades sur le plan environnemental, en fait, c'est aussi l'opinion publique qui fait les campagnes. Alors les partis arrivent parfois à mettre des sujets et on voit avec le grand débat national qui a eu lieu suite aux Gilets jaunes, en fait, le gouvernement, dans son traitement post-grand débat national, met la focale sur l'immigration, et on voit que ce n'était pas ça du tout qui venait dans les préoccupations des Français. Ce qui venait dans les préoccupations des Français, c'est l'environnement. Et donc, en fait, à un moment, les politiques, ils sont aussi là pour traiter des préoccupations des Français, ils n'auront pas d'autre choix que d'en parler. Donc, tu as rappelé que voilà, il y avait une exigence aussi de rassemblement pour donner des perspectives d'espoir à la société. On va finir sur ce qui s'est passé avec Daniel Obono. C'était quand même extrêmement violent. Comment tu as réagi et qu'est-ce que ça dit sur la société dans laquelle on évolue d'avoir aujourd'hui ce genre de publication par valeur actuelle? Et moi, je pense que dans un monde qui change, il y a des gens qui sont fer de lance et qui peut-être, il y a eu l'histoire des pancartes là, face à Girard, il y a des fois des slogans qui peuvent heurter, aussi de jeunes quand ils manifestent contre la police, etc. Mais quand il y a des mouvements sociaux d'ampleur et des changements sociétaux en train de se passer, il y a toujours des gens qui sont tellement fer de lance que peut-être on peut estimer des fois qu'ils sont trop radicaux, qui vont trop loin et qui sont dans l'excès. Mais en fait, sans eux, en général, ça n'avance pas. Et donc, il faut peut-être des excès pour que des révolutions en actes se fassent. Et puis, on a en fait le monde d'avant, en général, qui surréagit dans l'excès également parce que son monde est en train de s'écrouler. Et donc, je pense que Valeurs Actuelles, c'est des gens qui font ça sur tous les sujets quand même. Je peux vous donner des unes de Valeurs Actuelles sur les écolos qui n'étaient pas non plus... des fois, on croyait que c'était de Gorafi, mais non, c'était des vraies unes. Et là, sur l'antiracisme, oui, il y a un mouvement antiraciste qui pose des questions parfois parce que il y a des gens qui disent est-ce que c'est pas un racisme anti-blanc, est-ce que c'est normal d'avoir des listes de médecins noirs, etc. Là encore, j'ai mon avis sur la question, mais je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent dire ça va trop vite, attendez, est-ce que c'est pas l'excès inverse? Mais il y a aussi le monde d'avant qui se met en ordre de bataille avec des relents nationalistes, des relents racistes, il faut le dire. Et moi, j'ai entendu toute la petite musique sur la liberté d'expression, etc. Ok, moi je suis pour la liberté d'expression, mais elle s'arrête là où le délit de racisme commence. Et j'ai été très soulagée de voir que la classe politique avait réagi de manière assez unanime et de manière assez forte en soutien à Daniel Obono. Merci Marine de nous avoir accordé ce moment et bon courage pour les batailles qui s'annoncent nombreuses. Merci à toi et puis bon courage à tout le monde parce que je pense que dans les gens qui regardent cette émission, il doit y en avoir beaucoup qui sont sur d'autres fronts, dans d'autres combats. Donc bon courage tout le monde et à bientôt.